Bonjour, bienvenue sur YamTech Vision. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés Apple, le Mac Studio, avec le processeur M1 Max et le M1 Ultra, et ainsi que de l'iPad 5e génération avec la puce M1. Et je vais vous faire une petite comparaison entre les deux et entre le Mac M1. Alors tout d'abord, je vais vous demander de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner, c'est gratuit. Merci beaucoup. Alors Apple, dans l'Apple Events, a sorti 3 produits, enfin 4, mais je parlais que de 3 produits. Donc je parlais de l'iPad de 5e génération avec la puce M1. Ensuite, je vais parler du Mac Studio avec la puce M1 Max et du Mac Studio avec la puce M1 Ultra. Alors, à propos de l'iPad de 5e génération avec la puce M1, vous avez un iPad avec un écran LCD, la fonction Touch ID, c'est-à-dire que pour vous identifier, vous avez sur le bouton Home un détecteur d'empreinte. Vous avez une prise USB-C qui vous permettra de relier soit un disque dur ou de recharger votre iPad ou de connecter des périphériques comme un écran. Alors la différence entre l'iPad de 5e génération et l'iPad de 4e génération, l'iPad Air. L'iPad Air de 4e génération, il avait un processeur Lab 14 Bionic, qui est déjà une très bonne puce, un très bon processeur, déjà très puissant pour un iPad. Mais aujourd'hui, Apple a décidé de mettre la puce M1 de dernière génération. C'est une puce qui a été mise sur le Mac Mini il y a 2 ans, ainsi que le MacBook Pro et le MacBook Air, qui sont équipés de cette même puce. Une puce très puissante avec 8 cœurs. Ce serait 4 cœurs haute performance et 4 cœurs à basse consommation, qui fonctionnent à des fréquences moins élevées. C'est une puce qui est déjà très puissante pour un iPad, pour dire que le système macOS, iOS, la dernière version, la 15.4, ne profite pas de cette puissance. Alors c'est un iPad qui coûte 669 € avec 64 Go. C'est le souci de cet iPad, c'est qu'il est vendu avec cette capacité de mémoire qui est pas très importante. Si vous voulez passer sur la version avec une mémoire plus importante, il faudra passer sur 256 Go, car il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire on ne peut pas passer sur 128 Go, on est obligé de passer de 64 Go à 256 Go. Pour comparer entre l'iPad 5e génération, l'iPad Air avec la puce M1, celui que je viens de vous parler, et entre l'iPad Pro, pareil, qui a une puce M1. La différence, c'est que l'iPad Pro, il a la puce M1, comme je vous ai dit, pour l'iPad Air de 5e génération. Mais il y a aussi sur l'iPad Pro un écran LED par rapport à l'iPad Air de 5e génération avec un écran LCD. L'avantage de l'écran LED, c'est que vous avez un contraste beaucoup plus important que l'iPad Air. Vous avez aussi le motion, c'est-à-dire que vous avez une fréquence adaptative, c'est-à-dire que vous passez, tout dépend de ce que vous regardez sur votre iPad, il me semble de 60 Hz à 120 Hz. C'est la fréquence de balayage, ce qui permet d'avoir une fluidité beaucoup plus importante
que sur l'iPad Air de 5e génération. Vous avez aussi donc le capteur LiDAR sur l'iPad Pro. Vous avez aussi donc l'iPad Pro, une capacité de 128 Go de base, donc qui est vendu directement avec cette capacité là. Et vous avez aussi donc le Face ID. Le Face ID, donc ça permet de s'identifier par la reconnaissance du visage. Et donc pareil, vous avez aussi donc du Thunderbolt 4 USB-C qui permet donc de relier donc des périphériques, un écran, des disques durs externes, SSD ou disque dur à plateau. Donc au niveau de la taille, il me semble que l'iPad Air de 5e génération est de 10,9 pouces. Et l'iPad Pro, donc le premier, est aussi de, il me semble, de 11 pouces. Donc en fait, c'est deux très bons iPads. Sauf qu'en fait, si vous achetez l'iPad Air de 5e génération qui coûte 669 € et que vous souhaitez passer à 256 Go, donc il faudra débourser 869, tandis que l'iPad Pro avec 128 Go, avec toutes les différences qui sont quand même importantes, vous allez avoir un prix de 899 €. Donc entre l'iPad Air 5e génération et l'iPad Pro, donc il y aura une différence de 30 €. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez acheter. Ensuite je vais vous parler donc du Mac Studio, donc des deux Mac Studio. Donc tout d'abord donc le Mac Studio avec la puce M1 Max, un processeur très puissant par rapport à la puce M1. Donc c'est un processeur qui a 10 CPU, donc 8 cœurs haute performance et 2 cœurs basse performance, donc avec une fréquence moins élevée et donc une consommation plus basse, tandis que les 8 cœurs haute performance, c'est des cœurs avec des calculs assez rapides. Donc vous avez au niveau du graphisme donc 24 cœurs graphiques et 16 cœurs Neural Engine. C'est-à-dire que les 16 cœurs Neural Engine, c'est de l'intelligence artificielle. Donc par rapport à la puce M1, donc c'est 2 à 3 fois plus rapide que la puce M1, donc c'est quand même assez important. Sur ce Mac Studio avec la puce M1 Max, vous avez énormément de connecteurs par rapport au Mac Mini ou au MacBook Air ou au MacBook Pro avec la puce M1, qui sont équipés donc de 2 Thunderbolt 4. Sur le Mac Studio donc avec la puce M1 Max, vous avez donc 2 ports Thunderbolt 4 à l'avant, plus un lecteur de carte SD et 3 ports Thunderbolt 4 USB-C à l'arrière, plus un port HDMI, un port Ethernet 10 Gigabits et donc un port HDMI 2.0. Alors maintenant je vais vous parler donc du Mac Studio avec la puce M1 Ultra. Donc la puce M1 Ultra, donc c'est une puce qui équivaut à 2 puces de la puce M1 Max, c'est-à-dire qu'ils ont fusionné, ils ont connecté 2 puces M1 Max ensemble et qui est reconnu par le système d'exploitation, donc macOS, en un seul processeur. Donc la puce M1 Ultra, vous avez donc 20 cœurs, donc 20 cœurs CPU, vous avez donc 48 cœurs graphiques et vous avez 32 cœurs Neural Engine. Donc c'est doublé par 2 la vitesse. Donc vous avez quand même un produit très puissant comparé au Mac Pro, le grand Mac Pro qui coûtait 6 000 € avec 8 cœurs avec son processeur Intel. Aujourd'hui, le Mac Studio avec la puce M1 Ultra dépasse largement le Mac Pro qui coûtait 6 000 €.
et avec 8 cœurs Xeon Intel. Alors sur le Mac Studio avec la puce M1 Ultra, vous avez donc 4 ports Thunderbolt 4, il me semble, à l'avant, un lecteur de carte SD, et donc 3 ports Thunderbolt 4 USB-C à l'arrière, un port Ethernet 10 Gigabit, un port HDMI et un port USB classique. Donc c'est des produits au niveau du format, donc c'est comme un Mac mini mais un peu plus haut que le Mac mini. Donc je trouve que c'est un produit assez intéressant, que ce soit le Mac Studio avec la puce M1 Max ou la puce M1 Ultra. C'est deux produits assez intéressants. Donc par rapport au MacBook Pro qui est sorti dernièrement, donc le MacBook Pro avec la puce M1 Max et la puce M1 Pro, ce sont des produits qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, si vous prenez le Mac Studio avec la puce M1 Max, qui coûte donc 2200 €. Si vous prenez aujourd'hui un MacBook Pro avec la puce M1 Max, donc le 14 pouces, il va vous coûter 3000 €. Bon, sachant que le MacBook Pro, bon, il y a un écran, il est portable, voilà, tous ces avantages là. Mais pour celui qui a déjà donc un écran, un clavier, une souris, le Mac Studio, je trouve beaucoup plus intéressant, surtout celui avec la puce M1 Max. Après, celui avec la puce M1 Ultra, je pense qu'il est plus dédié aux professionnels, puisque là il y a des performances assez importantes, donc je pense que c'est pour un besoin plus pour une entreprise. Après, le Mac Studio avec la puce M1 Max, ça peut être aussi utilisé pour une entreprise, mais celui qui a la possibilité de l'acheter, c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui fait de la MAO ou du mixage audio et même du mastering ainsi que du montage vidéo. Donc ça me paraît assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors l'avantage de ces produits, donc du Mac Studio, c'est que si vous avez déjà un écran, donc vous pouvez avoir ce produit et donc le brancher sur votre écran. Un autre avantage, c'est de ne pas devoir à chaque fois changer d'écran par rapport à un iMac. Vous avez un produit qui, comme il n'y a pas d'écran, vous pouvez faire évoluer votre écran séparément donc du Mac. C'est quand même, je trouve, assez intéressant. Si vous avez un écran que vous souhaitez le changer, vous pouvez tout à fait le changer, tandis que un iMac, l'écran est intégré, donc si vous voulez changer d'écran, vous devez changer la totalité du produit, donc c'est-à-dire le Mac et l'écran, quoi. Comme l'iMac, tout est intégré, on sera obligé de tout changer. Ce qui est un gros désavantage, puisque ça coûte moins cher d'acheter un écran seul que d'acheter forcément un iMac avec tout intégré. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces produits là. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Donc laissez des petits commentaires et des critiques, et me dire aussi si vous souhaitez que je vous parle d'autres thèmes. Vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!